bonsoir à tous, du coup, bienvenue dans la dégustation à distance. On fait ça avec les moyens, les nouveaux moyens. Alors, on vous a proposé à tous d'aller vous fournir en fromage d'une petite liste. Donc, vous les voyez sur mon plateau. Et puis, on va donc laisser la parole à Pierre Brisson, à qui le Griffe a demandé de nous faire une belle dégustation commentée. Alors, on a coupé un petit peu vos micros, mais on verra ensuite dans la discussion quand on aura un petit peu d'échange. Et Pierre, la boutique est ouverte jusqu'à quelle heure, tu disais? Alors là, la boutique est ouverte jusqu'à 20h. Elle est ouverte jusqu'à 20h ce soir. Et bah, voilà, comme chacun sait, c'est aussi le dernier soir qu'on peut ouvrir jusqu'à 20h parce qu'à partir de demain, on ferme, voilà, comme l'essentiel des commerces, on va fermer à 18h. Alors, comme je suis dans ma petite salle en arrière-boutique et juste devant la cave d'affinage, eh bien, je vais même pouvoir enlever mon masque, ce qui sera plus pratique et plus agréable pour vous parler pendant la soirée. Voilà. Donc peut-être que vous entendez un peu de bruit derrière moi. Effectivement, c'est l'heure où la boutique bat son plein. Ce qui était un petit challenge pour pouvoir organiser cette dégustation, mais on a des fromagers de choc qui tiennent la baraque pendant la hop, qui tiennent la baraque pendant la soirée. Voilà, donc on va pouvoir faire une dégustation dans de bonnes conditions. Vous êtes alors du coup, j'ai le plaisir de vous accueillir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et voilà, je vous remercie Estelle et à toute l'équipe de leur confiance. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager ce moment de convivialité avec vous, ce moment de fromage. On est nous basé dans le 10e arrondissement à Paris. Donc on a une petite structure qui s'appelle Parole de fromager, qui est une fromagerie traditionnelle, mais c'est aussi une petite école, un petit centre où on apprend aux gens à fabriquer un peu de fromage, déguster du fromage. On travaille sur les accords fromage et boissons. On a aussi une activité de formation professionnelle. C'est un espace qui est assez grand. Il y a une boutique, il y a une cave d'affinage qu'on verra tout à l'heure. On a des caves de dégustation, une salle de fabrication. Et l'endroit où je me trouve, c'est une sorte de petit musée voilà, qui est modeste, mais qui permet aussi de présenter eh bien, ce qui a façonné notre culture fromagère au fil des siècles. Donc il y a pas mal de vieilleries, mais c'est un truc que j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà. Et je suis très bavard, parce que vous allez vous en rendre compte ce soir. Je suis assez partisan que voilà, si vous pouvez vraiment intervenir sans complexe, voilà, le but c'est que ce soit vraiment aussi un moment convivial. J'ai pas forcément envie de vous faire une conférence de A à Z sans discontinuer. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à interagir. Je crois que vous êtes combien est-ce que vous êtes au total? Parce que là, je t'avoue que moi, j'ai pas. Je découvre un Normalement, peu. en Ouais, comptant la volée, on est 15 là. d'accord. Ok. Et vous êtes Alors, tous. on est 15 caméras, mais quelques personnes sont à plusieurs derrière la caméra. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Ah ouais, Et non, t'as raison. vous Là, êtes du coup, on est plutôt 20, quoi. plutôt une vingtaine. Ok. Bon, bah, c'est bien. Et est-ce que vous êtes tous de la région parisienne? Alors, ou vous êtes tous un peu éparpillés partout en France? Alors, on est beaucoup normalement de la région parisienne, mais je vais voir Ouais. avec Nicolas si tu peux peut-être réactiver un petit peu les micros le temps qu'on est. Alors, j'ai demandé là, à tout le monde de réactiver les micros. Eh ben, parfait. Bonjour. Hello, bonjour. Ah, bah, ah oui, parce que alors moi aussi j'ai un petit écran et je vois bonjour. Donc il y a Francis, Christian. Oui, bonjour de votre secrétaire. Bon, alors est-ce que vous avez tous, fait vos petites emplettes fromagères
pour notre rendez-vous de ce soir. Il y en a qui sont un peu short en fromage. Non, c'est bon. Oui, pas de problème. Alors, est-ce qu'on a tous les mêmes fromages? J'ai l'impression que ceux d'Estelle sont mieux, non? En plus, elle a du pain. Bon, alors moi aussi, j'ai l'Opinel. Ça, j'ai fait comme Estelle, j'ai l'Opinel aussi. C'est figure. Mais il a des alvéoles, ton… Comment ça s'appelle? Mon osso irrati. Non, ton Pont-l'Évêque. Il y en a plus que le mien, on dirait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, mais c'est bien. Tu parles de celui-là? Du Pont-l'Évêque. Ce Pont-l'Évêque là. Ouais. Il a les petits trous. Ouais, mais elle en a plein, elle, non? Ah ouais, il a l'air bien, le tien. Mais il faut qu'on ne mange pas tout de suite. Bah, c'est ça qui montre. Hein. Alors là, pour l'instant, on n'a pas le droit de toucher à son fromage. Là, Ah. c'est le moment torture, en fait. Vous ne pouvez pas… c'est pour bien saliver. Non, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on commence Vas-y, raconte-nous un peu justement l'histoire du fromage, de ces fromages-là. Oui. Alors, bon, c'est un vaste sujet. Donc là, on a sélectionné 4 fromages. Donc un fromage de chèvre, 2 fromages de vache et un fromage de brebis. Donc là, moi, ce que j'ai pris ce soir, donc c'est un chavignol, ce qu'on appelait aussi le crottin de chavignol. Donc ça, c'est en chèvre. Sur la brebis, donc on est parti sur un osso irrati. Un fromage de vache à pâte molle qui va être donc le Pont-l'Évêque et le comté. Voilà, un comté fruité. Alors c'est vrai qu'on a précisé sur un comté plutôt d'une bonne saison. Bon, on aura l'occasion d'en parler plus en détail, mais c'est vrai que ça a son importance sur le goût, voilà, notamment. Alors sur le fromage en général, pour introduire un peu le sujet du fromage, c'est presque une des plus anciennes recettes de cuisine, entre guillemets, dans l'histoire de l'humanité. On fabrique du fromage depuis des temps immémoriaux. Hein. C'est les traces les plus anciennes de fabrication de fromage remontent entre 2000 et 4000 avant Jésus-Christ. On a retrouvé des vieux moules sur les rives du lac de Neuchâtel, en Suisse, qui sont donc très anciennes. Après, on se doute bien, et voilà, on n'est pas sûr à 100%, mais ça paraît assez logique que dès lors que les premiers hommes ont commencé à domestiquer les animaux, eh bien, on a commencé à s'intéresser au lait. Et à partir du moment où on a commencé à élever les animaux et récupérer le lait, le problème de la conservation du lait s'est posé, si vous voulez. Et ça, c'est un point qui est assez fondamental parce que ça guide toute la problématique de l'histoire du fromage, qui est d'abord tournée vers une problématique de conservation du lait. C'est-à-dire que le lait a à peu près entre 70 et 90% d'eau. Hein, une brebis, le lait de brebis a autour de 70% d'eau et le lait de chèvre et le lait de vache, on est entre 85 et 90%. Donc il y a énormément d'eau dans le lait et ça, c'est un facteur qui va générer une perte. Hein. Le lait va tourner. Les micro-organismes vont se développer très facilement, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Et donc, le lait tourne très rapidement, ce qui fait qu'il n'est plus utilisable. Donc, ça, dès l'origine, si vous voulez, ça a été un problème. Alors, les premières fabrications et les premiers éléments de réponse ont été… Voilà, les premiers éléments de réponse, on les a eus assez naturellement, c'est-à-dire que spontanément, le lait va fermenter. Hein. Dans le lait, il y a en quantité très importante des bactéries lactiques qui vont se nourrir du sucre du lait, qui est le lactose, transformer le lactose en acide lactique, et donc petit à petit, le lait va fermenter, va s'acidifier, et l'acidité va jouer un facteur de conservateur, de développement du goût, etc. Donc, spontanément, de manière assez ancienne,
les produits fermentés, le lait fermenté a été une réponse à la conservation. Mais ça reste assez basique et ça ne répondait pas forcément à la problématique de conservation et d'asséchage du fromage. Et puis, on a fait une découverte absolument incroyable qui est la découverte de la présure. Et la présure, donc j'imagine que la plupart d'entre vous savent ou ne savent pas, la présure, ça vient à l'état naturel, c'est un cocktail d'enzymes. Des enzymes, c'est des petits sortes des petits Pac-Man, vous voyez, qui vont venir découper les protéines du lait. Donc, c'est des enzymes digestives qu'on trouve dans l'estomac des jeunes ruminants qui sont non sevrés. Donc, le veau, le chevreau, pour digérer, vont avoir ces enzymes pour voilà, transformer le lait en caillé bien ferme, de façon à pouvoir assimiler le lait. Et ça, c'est une découverte qui a complètement révolutionné l'histoire du fromage, l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est une découverte, bon, c'est presque aussi important que la découverte du feu. Hein. Enfin, bon, ça c'est moi qui rajoute un peu, hein, mais en tout cas, c'est une découverte qui est très importante parce que, si vous voulez, on a, à partir de ce moment-là, réussi à sécher suffisamment notre fromage, enfin le lait, ce qui a permis d'avoir des modes de conservation qui sont beaucoup plus poussés. Et là, on voit se dessiner, selon les différentes zones géographiques dans le monde, des typologies de fromage qui vont eh bien, s'adapter à l'environnement. Et si du coup j'agrandis, enfin je resserre mon focus et que j'arrive du coup en France, on s'aperçoit que la France est un pays privilégié, absolument, voilà, on a un pays qui est absolument parfait quelque part pour avoir cette diversité de fromages, parce qu'il y a une diversité en termes de géographie, en termes de climat, qui a fait que eh bien, la réponse à cette problématique de conservation du fromage et de conservation du lait ne s'est pas du tout développée de la même manière selon les régions. Donc au début, si vous voulez, c'était une question de survie, et après évidemment, c'est devenu du business. Et forcément, quand on fait du business dans le fromage, eh bien, on veut valoriser son lait, hein. On veut que voilà, sa vache, sa chèvre ou sa brebis donne du lait en quantité, en qualité, et que ce lait nous permette voilà, d'avoir le meilleur revenu possible. Et là, selon les régions, eh bien, c'était pas très égal, dans le sens où dans les régions plutôt plates, dans les régions type, voilà, vous avez la Normandie, vous avez la Bourgogne, vous avez le Nord, Poitou-Charentes, vous avez toutes ces régions plutôt plates, eh bien, on pouvait voyager facilement. Et quand on pouvait voyager facilement, on pouvait plus facilement faire son fromage à la ferme, aller au village, le vendre, revenir, faire son fromage, aller le vendre, etc. Donc, on pouvait se permettre de laisser dans le fromage plus d'eau. Donc, on égouttait moins, si vous voulez, son fromage. Et donc, on pouvait faire plus de fromage avec la quantité de lait qu'on avait et commercialiser plus rapidement, donc moins de stock, etc. Donc, le commerce, c'était plus facile à réaliser et c'était assez rentable. Et à contrario, dans les régions plus difficiles, notamment les régions montagneuses, donc vous allez prendre les Pyrénées, vous pouvez prendre la Savoie, enfin les Alpes, grosso modo, le Jura, le Massif central, c'est des régions qui étaient beaucoup plus difficiles, notamment en hiver, et donc pour faire du commerce, eh bien, c'était moins facile. Donc, eh bien, très vite, les paysans se sont posé la question, comment on va faire pour ne pas perdre notre lait? Donc, ils ont la plupart du temps choisi de se regrouper pour mettre le lait en commun, fabriquer des pièces qui sont donc plus grosses parce qu'on les égouttait beaucoup plus, donc on enlevait beaucoup plus d'eau, ce qui nous permettait d'avoir des fromages qui se gardent plus longtemps, qui puissent mieux voyager, auquel cas on pouvait les envoyer vers les grandes agglomérations plus facilement. Voilà. Donc, ce qui a un petit peu façonné notre culture fromagère, vous voyez, c'est cette alchimie entre les critères de géographie et les critères de commerce. Voilà. Sachant que eh bien, chaque village, voilà, il y avait
on voit bien que jusqu'à il y a 300-400 ans, il y avait encore, même à 50 km l'une de l'autre, une agglomération, les gens pouvaient ne jamais se croiser de leur vie. Et donc, du coup, il y avait voilà, des petites cultures régionales qui restaient vraiment très ancrées dans ce qui se faisait pendant des centaines d'années, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une belle diversité. Voilà. Donc ça, c'est pour voilà, introduire ce grand sujet du fromage. C'est vrai qu'on a une diversité absolument incroyable, alors que, in fine, tout ça, eh ben, à la base, voilà, ça n'est que du lait, quelque part. Voilà, alors du coup, peut-être pour vous faire un petit rapide tour d'horizon de ce qui peut être intéressant. Voilà, alors cette pièce en bois, ça, c'est ma première acquisition. C'est mon bébé, si vous voulez, hein. Ça, c'est une presse à Saint-Nectaire. Donc ça a été une presse familiale. Hein, ça a été fabriqué par le paysan lui-même à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et le principe était assez simple. Hein, en dessous de ce plateau en bois, on venait placer le moule. Vous avez les petites rainures ici où le lactosérum, donc le petit lait, pouvait s'écouler, tomber par le trou. Voilà. Donc c'est là on pouvait empiler jusqu'à 3 moules. On les pressait. Et une fois que le cahier était pressé, à ce moment-là, on pouvait le mettre à l'affinage. Voilà. Donc ça c'est une vieille pièce. Alors après, il y a juste à côté, ici là, vous avez alors je pense qu'il y en a qui reconnaissent, ça c'est une baratte. Alors elle est particulière cette baratte parce que je vais me mettre un peu de côté. En fait, elle est de forme un peu triangulaire. En général, les barattes de ce style-là sont rondes. Vous avez une autre baratte qui est ici. Celle-ci, elle est assez, voilà, elle est assez traditionnelle. Hein. C'est un grand espèce de mini tonneau avec le manche en bois. Au bout de ce manche, il y a une espèce de un petit palais tout plat, et puis on venait taper la crème. Voilà. Donc ça, c'est pour faire le beurre. Ça, c'est ce qu'il y a de plus ancien, je dirais. Et ce système qui est ici, il est beaucoup plus récent. Et alors, j'ai tenu à la récupérer, celle-là, parce que, eh bien, en fait, j'en ai vu beaucoup des barattes dans ma vie, mais jamais comme ça. Et en fait, elle a été fabriquée en Normandie. Et alors, après un peu de recherche, on en est arrivé à la conclusion qu'en fait, le fait de faire une baratte triangulaire, ça permettait que la crème vienne toujours taper contre un côté, si vous voulez. Le principe du barattage, et pour faire le beurre, c'est qu'on bat la crème et au bout d'un certain temps, eh bien, la crème se fatigue et la petite pellicule qui retient l'eau de la crème, hein, qu'on appelle le babeur, eh bien, éclate, et donc il y a une séparation physique entre le solide et le liquide, entre le beurre et le babeur. Donc là, le système, il était voilà, comme ça. Sauf qu'en fait, ça s'est jamais développé. Donc je pense que en fait, c'était un ratage total et que en fait, ça marchait pas du tout. Donc, à mon avis, ils ont fait cette baratte, ils ont fait les tests, et puis ça marchait tellement pas bien que ça n'a pas tellement été reproduit. Voilà. Donc voilà, c'est pas forcément un exemple de super barattage, mais en tout cas, la pièce est très rare. Alors, une autre pièce alors, qui est aussi liée à la fabrication du beurre, c'est un malaxeur. Alors ça, pareil, j'étais content quand on l'a trouvé parce que c'est assez rare. Le principe, c'est qu'une fois que le beurre est fabriqué, vous allez mettre votre beurre ici et vous allez, à l'aide d'une manivelle, tourner. Et vous voyez que là, je fais tourner. Et donc, je vais malaxer mon beurre de manière à pouvoir parfaire la séparation entre le beurre et le babeur. En même temps que je malaxe, je vais le laver avec de l'eau. On va laver le beurre. Ensuite, on va le remalaxer et ensuite, on va le saler. Ce qui permettait de conserver le fromage. Hein. Vous savez que les Bretons ont une grosse culture du beurre parce que, historiquement, ils n'étaient pas imposés sur le sel, la gabelle. Et donc, comme ils pouvaient utiliser du sel en quantité importante et qu'il y avait quand même une culture d'élevage laitier, eh bien, ils en ont fait un gros commerce. Et donc, ils récupéraient la crème du lait, ils faisaient le beurre et ils le salaient. Et ça permettait au beurre de voyager et donc de pouvoir se commercialiser un petit peu partout. Voilà. Et donc, ils n'ont pas tellement une culture, vous voyez, les Bretons n'ont pas tellement une culture fromage. Hein. Vous regardez un petit peu sur la carte des fromages de France ici, vous voyez que on a beaucoup de fromages traditionnels, plutôt sur les régions montagneuses, on va sur les
sur le Massif central, on a bon, les Pyrénées, région à Chèvre sur centre Val-de-Loire. Mais quand on va vers la Bretagne, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la Bretagne est la première région productrice de fromage. Alors, on est plutôt sur les fromages industriels, même si d'ailleurs ça tend à se développer pas mal. Il y a pas mal de productions traditionnelles fermières au lait cru de très bonne qualité qui se développent en Bretagne. Mais c'est vrai que la grosse industrie est en Bretagne. Alors que traditionnellement, ils n'ont pas du tout une culture fromage. Et comme ça, c'est tout simple, c'est parce que comme ils faisaient beaucoup de beurre, eh bien, ils avaient donc du lait écrémé qu'ils n'utilisaient pas. En fait, c'est assez récent finalement qu'on réutilise et qu'on sait utiliser du lait écrémé. Mais autrefois, c'était pas du tout. Voilà, pour avoir un bon fromage, il faut du lait cru entier. Hein, et le fait de laisser toute la matière grasse dans le fromage, eh bien, c'est ça qui va aider aussi à donner du bon goût. Voyez. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux vous montrer de sympathique? Là, vous avez je vais vous la montrer de ce côté-là. Ça, c'est une écrémeuse. Alors pareil, l'écrémeuse, bon, c'est un principe qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Laval. Alors là, vous voyez qu'il y a écrit, si vous voyez bien, Laval. Voilà. Gustave Laval. Alors, c'était un Suédois. Ça sonne français, Laval, mais en fait, c'est suédois. Et le principe, c'est la centrifuge. Donc, le lait va tourner de manière très rapide dans un axe et frotter dans plein de petites assiettes qui vont permettre à la crème et au lait de se séparer. Voilà, très ingénieux. Et le système, alors même si là c'est un système manuel avec une manivelle, le système est toujours existant. Alors maintenant, à remplacer les manuels par des moteurs, le système est toujours le même. Voilà, voilà. Alors, je vais repositionner ma petite caméra sur les fromages et je vous propose qu'on attaque. Et après, je vous emmènerai voir la cave d'affinage. Ça vous va? Alors, entre-temps, on peut admirer le magnifique plateau d'Isabelle, qui nous a fait un plateau Instagrammable à 2000%. Donc, Isabelle, n'hésite pas à en prendre une photo et à le poster en story sur ton compte Instagram, hein, qu'on puisse le reprendre sur le compte Instagram du Griffin. Premier fromage. On va commencer. Alors, je ne sais pas, enfin, l'ordre de dégustation ne serait pas forcément le même pour nous tous, dans la mesure où on va déguster les fromages du plus doux jusqu'au plus fort. Mais on ne sait pas, donc, notamment le fromage de chèvre pourrait être le premier comme il pourrait être le dernier. Tout dépend du stade d'affinage. Voilà. Donc, on va commencer par l'osso irati. On va commencer par ce fromage-là. Alors, fromage très sympathique. Alors, l'osso irati, c'est un fromage donc, de brebis qui est une appellation, donc c'est une appellation d'origine protégée, autrefois appellation d'origine contrôlée, qui vient du Pays Basque ou du Béarn. Autrefois, vous aviez l'osso et vous aviez l'irati. Et maintenant, il y a une seule et même appellation qu'on appelle l'osso irati. Le fromage peut être fabriqué soit au lait cru, soit au lait pasteurisé. Alors ça, c'est important de le savoir, parce que si vous voulez acheter un fromage qui a vraiment un potentiel, un beau potentiel au niveau aromatique, surtout quand il est jeune, il vaut mieux aller chercher du lait cru. J'ai aussi un parti pris. Bon, alors en tant que crémier artisan, forcément, on a forcément un parti pris pour la production traditionnelle au lait cru, plutôt fermière. Mais voilà, donc ça c'est parce que c'est plus notre dada. Mais mon parti pris, c'est aussi que si vous achetez un fromage qui a une appellation d'origine protégée et qui de toute façon sera un petit peu plus cher qu'un autre fromage de brebis qui peut ne pas avoir d'AOP, c'est mieux quelque part d'aller chercher une production traditionnelle au lait cru sur ce fromage-là, en l'occurrence, parce que l'AOP au soirati peut avoir
production au lait cru, pour le lait pasteurisé, il vaut mieux aller chercher et faire attention d'aller chercher du lait cru parce que de toute façon, vous allez payer l'AOP. Donc, on paye plus cher parce que c'est un AOP. Donc, quand le fromage a été plutôt industrialisé et qu'il est l'AOP, de toute façon, vous allez payer plus cher. Et quand il est fermier, bah, vous allez payer un peu plus cher. Donc, voilà, tant qu'à faire, autant être attentif sur ce genre de sujet-là. Il y a pas mal de fromages comme ça. Il y a quand même cette petite subtilité-là à connaître. Ensuite, alors l'osso hirati que moi je vous présente ici, c'est un osso d'estive, c'est-à-dire que le fromage a été fabriqué par, en l'occurrence, fermier, donc c'est par un producteur fermier dans Béarn, et en estive, c'est-à-dire que en haute saison, en altitude, en montagne. Voilà. Il y a plus de 300 plantes et fleurs que mangent les brebis pendant cette saison-là. Le lait a une magnifique diversité et ça donne des résultats qui sont très sympas. Voilà. Donc, on va commencer par ça. Le fromage, eh bien, on l'attaque comme ça. Mais par contre, on va tout de suite s'arrêter de le couper. Vous voyez, je vais couper peut-être les premières tranches comme ça. Et après, je vais venir le couper en étoiles, de manière à ce que tout le monde puisse avoir une partie du cœur et une partie de la croûte. Ça, c'est la règle qu'il faut retenir pour tous les fromages. Pour que tout le monde puisse avoir une partie cœur, une partie croûte, eh bien, il faut se décarcasser la tête de manière à pouvoir couper le fromage dans le bon sens. Donc, il ne faut pas forcément que ce soit égal, hein, pas forcément que tout le monde ait la même taille. Oui. Tu nous autorises à commencer à toucher nos fromages? Oui. Enfin. C'est la fin de la torture. Mais je suis sûr que personne ne m'a attendu. Oh bah non, caméra coupée, on n'est pas du tout timide. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, osso hirati. Donc là, c'est un fromage brebis. Vous savez, la brebis, ça explique bien d'ailleurs les problématiques de commerce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que la chèvre, la vache et la brebis, donc les animaux ne sont pas de la même taille. Une vache, ça donne aujourd'hui en moyenne une vingtaine de litres par jour. Une chèvre, combien ça donne une chèvre par jour? Estelle, tu n'as pas l'air de répondre. Hein. Ben, j'allais répondre, mais non. 12 litres. 12 litres une chèvre? Genre un pack de lait par jour? C'est une race américaine. Là. Deux packs de lait par jour, ça ferait beaucoup. Hein. C'est entre 3 et 5 litres, une chèvre. Donc ça fait juste un fromage de chèvre par jour, une chèvre? C'est pas beaucoup. Hein. Là, ça dépend de ce qu'on fabrique. Mais oui, c'est pas beaucoup. Et là, donc la vache, une vingtaine de litres par jour, une chèvre entre 3 et 5 litres, et la brebis, eh bien, ça fait 1,5 litre. Donc c'est rikiki, si vous voulez. Donc quand vous êtes paysan, vous avez des brebis et vous avez qu'1,5 litre par jour par brebis, bah, si vous avez la possibilité, vous allez faire du yaourt hein, et vous allez vendre vos yaourts et vous allez être content. Sauf que quand notre culture c'est pas construite sur les yaourts, donc il fallait bien faire du fromage. Et comme le lait de brebis est extrêmement gras, eh bien, faire un fromage, un peu comme un fromage de chèvre avec du lait de brebis, eh bien, il avait tendance à couler très rapidement. Hein, il y a un fromage de brebis qui est assez connu qui s'appelle le Péraille. Excellent fromage que je vous recommande. On en a fait une copie industrielle qui s'appelle le Loup Pérac, qui n'a pas grand intérêt. Testez plutôt l'original, le Péraille. C'est un fromage qui sent très fort. Hein, la brebis, ça sent fort. Très, très riche, très crémeux et absolument délicieux. Et on comprend bien que ça coule tellement rapidement, si vous voulez, qu'on ne pouvait pas faire voyager ces fromages-là. Donc, même si la brebis donne peu de lait, eh bien, les paysans ont quand même dû faire des tomes, des fromages plus secs, de manière à pouvoir les conserver. Voilà, donc c'est pour ça que souvent, les brebis, on est sur de la tome, tout simplement. Donc, ce petit fromage. Alors, le fromage de chèvre, le fromage de brebis et le fromage de vache, je vais parler une seconde de la couleur. Alors, peut-être que je ne sais pas si ma caméra rend bien la différence des couleurs. Vous voyez que mon fromage de vache qui est mon comté, là, est bien jaune. Vous voyez? L'autre qui est ici, c'est mon brebis, il est blanc, mais à tendance ivoire. Et je vais découper mon fromage de chèvre de façon à ce que vous puissiez voir aussi la couleur. Alors, hop, voilà. Et vous voyez qu'il est bien blanc. Alors ça, c'est une question d'alimentation des animaux. Hein. La chèvre, la vache et la brebis mangent des fleurs, du foin, plein de choses très sympathiques. Et la vache
va retenir la carotène qui vient d'alimentation, ce qui n'est pas le cas de la chèvre et de la brebis. Donc, la couleur du fromage sera toujours beaucoup plus jaune sur la vache et par contre beaucoup plus blanche sur la chèvre et la brebis. Voilà. Ça donne aussi une indication de la qualité de l'alimentation pour les fromages au lait de vache. Plus l'alimentation est riche, plus vous avez tendance à avoir des fromages qui sont jaunes. C'est comme le beurre d'ailleurs. Un bon beurre, c'est jaune, pas blanc. Voilà, voilà. Alors, on continue. Donc là, on l'a regardé, c'est sympathique. Vous avez une croûte qui est quand même un petit peu assez fine. Et alors, ce que je vous conseille de faire, c'est, je vous embête pour le premier et après, c'est promis, j'en ai fini avec la technique, mais c'est très important. Donc, on casse le fromage, toujours bien de le casser. Comme ça, vous allez pouvoir le sentir. Et quand vous le sentez juste en l'ayant juste cassé, vous avez plein d'arômes volatiles qui commencent à se développer, qui vous donnent une idée du fromage. Donc ça, c'est une première chose. Et une fois que après, vous pouvez le sentir au niveau de la croûte. Si vous le sentez distinctement, le cœur et la croûte, vous apercevez que ce n'est pas du tout pareil. Au niveau de la croûte, c'est un petit peu plus terreux. Alors pour le mien, en tout cas. Vous voyez la différence. Donc c'est un peu vous voyez, quand on fait une dégustation de vin, santé, prospérité, bonheur. Quand on fait une dégustation de vin, on dit toujours il y a le premier nez, le deuxième nez. On sent une première fois, après on va l'agiter et après on va le sentir une deuxième fois. C'est un petit peu, vous voyez, sentir distinctement le fromage cœur et croûte, c'est un peu le premier nez et le deuxième nez du fromager, parce que les informations qu'on a ne sont pas les mêmes. Une fois qu'on l'a bien senti et qu'on s'est bien torturé à le regarder, on va quand même le déguster. Alors on va prendre un petit morceau et on va tranquillement essayer de le faire fondre. Alors, vous pouvez le mâcher un petit peu parce qu'on va évaluer la texture du fromage. Et vous allez essayer au maximum de le faire fondre entre la langue et le palais, le faire passer partout dans la bouche au niveau de façon à solliciter toutes les papilles gustatives que vous avez dans la bouche. Et une fois que vous l'avez bien fait fondre et passer bien partout, notamment en haut du palais, eh bien, vous pouvez l'avaler. Hop, petit machin. Voilà. Et une fois que vous l'avez avalé, eh bien, on va souffler tranquillement, on va respirer tranquillement, notamment en soufflant par le nez. Soufflant profondément par le nez. Le fait de faire ça, alors en œnologie, on appelle ça la rétro-olfaction, le rétronasal. On cherche à surexploiter, si vous voulez, un organe qui est derrière le nez, qui s'appelle l'épithélium olfactif, qui est directement relié au cerveau. Donc, c'est ce qui nous permet, si vous voulez, de percevoir les arômes. Hein, si vous êtes enrhumé, mettons, vous avez un gros rhume, et puis vous vous mouchez, vous êtes en train de déjeuner ou de dîner, et puis vous vous mouchez. Et puis d'un seul coup, vous avez tout le goût qui vous revient. Et bien, c'est parce que vous venez de libérer le passage. Donc, ce nerf sensoriel, il est extrêmement important. Donc, quand on cherche à le surexploiter, eh bien, ça permet, si vous voulez, d'aller vraiment chercher en profondeur dans ce que le fromage peut dire. Voilà. Et vous voyez que ces fromages-là, et c'est toujours le cas sur les tomes de brebis, on a toujours le temps de la texture, puis le temps des arômes. Ça va? C'est bien bon. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors, au soyerati, je vais vous montrer 2-3 trucs. Donc là, oui, normalement tout le monde le voit. Vous me voyez tous là? Ouais. Vous voyez ou pas? Vous me voyez? Ouais. On voit très bien. Voilà, donc là, je suis passé. Alors, ouais, du coup, je découvre un peu la modernité. Je suis assez excité. Et du coup, on a installé une caméra et tout en avance dans la cave d'affinage. Alors, donc là, vous voyez, là, j'ai mes osseaux. Alors, ceux-là, je viens de les recevoir et j'en ai un autre. Voilà, ça. Il est par là. Il est là. Voilà. Osseaux fermiers. Donc ceux-là, ils sont pas d'estive.
Enfin, ils sont en partie d'estif, mais sur ce producteur-là, on n'a pas toutes les infos. S'appelle Thierry. Alors, vous voyez, chaque pièce est numérotée. Donc, vous avez ici, si je vais vous montrer, vous avez T et 69. Donc, 69 correspond au jour de l'année et T, c'est le producteur. Vous avez aussi sur ce fromage-là, vous avez, si vous voyez bien, une tête de brebis avec un F à l'intérieur pour fermier. Voilà. Vous voyez ou pas? Oui, oui. Vous voyez bien. Voilà. Parfait. Donc ça c'est un osso irati. Alors c'est des fromages qui sont assez denses. Hein. Vous voyez, c'est comme ça, c'est le fromage qui est bien dense. Vous êtes sur un poids moyen. Là, vous êtes entre 4 et 6 kilos. Vous voyez, sur des petites pièces comme ça. C'est pas très lourd, mais c'est des fromages qui, en général, commencent à se commercialiser autour de 3 mois. Elles commencent vraiment à être intéressantes en termes de goût et de complexité entre 5 et 8 mois. Voilà. Donc, ça, c'est des fromages que nous, on va en général garder entre 1 mois et 6 mois, selon l'activité de la boutique, évidemment, et puis selon l'intérêt pour vendre un fromage. C'est-à-dire que quand c'est pas tout de vendre son fromage. Il faut aussi que quand le client va rentrer chez lui avec le fromage qu'on lui a vendu, eh bien la seule chose qui va encore défendre notre sélection, c'est le goût, vous voyez. Donc, si on a vendu un fromage qui est trop jeune, eh bien, bon, le fromage est bon, il n'y a pas de problème. Mais entre bon et excellent, eh bien, il peut y avoir 1 mois et demi, 2 mois d'affinage. Donc, c'est important de prendre ce temps-là pour pouvoir avoir vraiment quelque chose qui soit très bon. Voilà. Donc, ça, c'est sur les ossos. Et nous, on travaille en fait, c'est un regroupement de producteurs fermiers. Donc, tous nos ossos irati sont fermiers. Ça s'appelle les bergers du Haut-Béarn. Et en fait, chaque producteur fermier fabrique ses ossos irati, ses fromages. Et ensemble, ils ont monté une petite structure qui affine. Donc, en fait, ils affinent eux-mêmes leur propre fromage en mutualisant les frais. Et ensuite, ils commercialisent eux-mêmes leur fromage. Donc, en fait, ils maîtrisent bien la chaîne. Et pour eux, c'est intéressant. Comme ça, ils ont vraiment le 100% du prix qui leur revient, si vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un système qui est quand même assez intéressant pour ça. Voilà. Ça va pour l'osso irati? Alors, j'ai quand même un petit accord. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Parce que vous pouvez réactiver vos micros quand même pour que ce soit un peu plus interactif. Pierre est hyper fier de sa technique en cave. Ah, mais faut m'arrêter parce que moi, je ne m'arrête pas. Tu conseilles quel vin avec parce que moi, j'ai pris un Niroulegui. Ah oui. Alors, j'ai un truc sympa à vous montrer. Je vous propose. Donc, d'une manière générale, un vin blanc sec, très sympa, ou un vin rouge léger fruité. En général, on ne se trompe pas. Maintenant, un accord qui est spécifique pour l'osso irati, parce qu'il a du mal à marcher pour d'autres fromages, ça va être le Viognier. Si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, vous prenez un Condrieu. Bon, c'est pas le même tarif, mais ça dépend de l'occasion. Ça, donc là, bon, on est sur un Viognier, c'est vignoble de Boissé, donc c'est des parcelles qui sont collées à Côte-Rôtie, non pas l'appellation, mais c'est collé à Côte-Rôtie. C'est un vin où vous avez quand même du gras, si vous voulez. Il y a un petit peu de sucrosité, mais c'est surtout vous avez beaucoup de gras, en bouche, voilà, ça vous tapisse le palais. Le osso irati, c'est un fromage qui est aussi assez gras. Et si vous voulez, vous allez prendre l'osso irati, faites fondre. Et dans la foulée, vous prenez une petite lampée de Viognier, eh bien, il va glisser sur le fromage un peu comme une planche de surf. C'est absolument génial. Voilà. Et par contre, ça marche que là-dessus. Voilà. Donc c'est vrai que soit vous êtes un inconditionnel osso irati et puis vous êtes capable de descendre la bouteille juste avec ça, soit voilà, c'est peut-être à l'occasion d'une soirée cheese and wine, vous pouvez
tester ce genre de choses, c'est pas mal du tout. Voilà. Voilà. Ça va? Vas-y. Vous allez entendre un bruit de râpe à fromage parce qu'ils fabriquent de la fondue. On continue? Allez. Alors, après ça, on va passer. Donc, hop, ça c'est bien. Donc, on a fini notre bout d'osso irati. On peut finir Ouais, avant alors de passer à ça. moi, je vais essayer de pas trop manger, mais on mangera pas. Alors ensuite, on va continuer. On continue. Alors, on va continuer sur petit crottin de Chavignol. Donc ici, alors vous n'avez peut-être pas tous pris du crottin de Chavignol. Le crottin de Chavignol, en l'occurrence, il est donc là, vous êtes dans la région de Sancerre, hein, dans le Sancerrois. C'est un fromage qui est très ancien. Ça fait partie des fromages qui sont les plus connus depuis le plus longtemps, quelque part. Il y a des écrits qui remontent au XIIIe siècle où on a déjà trace de la fabrication et de ce fromage de chèvre. Donc c'est assez ancien. Alors ça remonte bien au-delà bien avant le XIIIe. Alors est-ce que c'est bon? Hop, ouais, c'est bon. J'ai encore un peu de batterie. Ensuite, sur le mot crottin de Chavignol, alors on dit que le terme crottin viendrait de cro ou crotte, C-R-O-T, ce sont ça veut dire, en fait, en patois berrichon, ça veut dire trou, des petits trous dans lesquels, en fait, des espèces de trouées dans lesquels, en fait, les femmes allaient laver le linge. Voilà. Et donc, par analogie, cette forme-là a été rebaptisée par la même manière. Et donc, ce serait l'origine de crottin. Voilà. Chavignol, autrefois, Chavignol, oui. Et donc, pas du tout les crottins de chèvre, à savoir les crottes de chèvre. Ouais, alors c'est vrai que, bon, alors, Non, des crottes. est-ce que l'histoire officielle a voulu voilà, embellir un petit peu plus l'origine de crottin? Je sais pas. Alors effectivement, crottin, bon, ça ressemble objectivement aussi à la taille d'une petite crotte de chèvre. Hein, bon. Alors après, bon, est-ce que ce sera effectivement, c'est un petit peu plus poétique. Ma version est un peu plus poétique, je dirais. Mais après, bon, pourquoi pas? C'est pas très important. La particularité de ce fromage-là, parce que vous savez que c'est le genre de fromage, on fait cailler le lait. Une fois que le lait a caillé, on prend une louche de caillé, on le met dans le moule, et ensuite ça va. Donc on remplit le moule, et le moule, en s'égouttant, va donner au fromage sa forme définitive. On fait d'ailleurs, en faisant ce geste-là, de prendre le caillé et de le déposer dans le moule, on fait le formage. Hein. On donne la forme, on fait le formage. Et avec les siècles, le O et le R se sont inversés, le formage est devenu le fromage. Vous voyez, en Italie, on dit le formaggio, on ne dit pas le fromaggio, on dit formaggio. C'est cette origine-là. La particularité du crottin de Chavignol, c'est qu'il est pré-égoutté. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire le caillé, on va égoutter le caillé dans des sacs, dans ces espèces de toiles à fromage, et une fois que le caillé est égoutté, à ce moment-là, eh bien, on va le mouler dans des petits moules, on va encore l'égoutter en le retournant très régulièrement, ce qui fait que, si vous voulez, dès la base, même quand il est jeune, eh bien, ce fromage est dense. Même quand il est jeune, il a déjà une belle densité. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres fromages de chèvre. Alors, on peut penser au Valençay, on peut penser au sapin aux Touraine, au sel sur chair, alors pour prendre les appellations de Touraine. Mais quand ils sont jeunes, ils sont beaucoup plus fondants. Ceux-là, même quand il est jeune, il a quand même déjà une belle densité. Voilà. Et puis, avec le développement des affineurs, après, au 19e siècle, il y avait des ramasseurs de fromage, hein, ce qu'on appelait les racotiers. Hein, les racotiers venaient ramasser dans les fermes les fromages pour pouvoir les affiner. Hein. En Saône-et-Loire, il y a un affineur de fromage de chèvre, et ça s'appelle la racotière.
Voilà, ça vient de Racotier. Donc ça, c'est des fromages qui sont assez typés, pas forcément très forts, mais qui sont assez typés. Vous remarquerez aussi, alors je vais mettre peut-être plus proche de la caméra ici, vous remarquerez que en fait, ce fromage, il est un peu grisonnant. Il est grisonnant et c'est pas le sombre, le marron, pas le marron, pardon, le gris bleu de la cendre du fromage. Non, c'est un champignon. Ça s'appelle du Penicillium album. Alors pour ceux qui ont le même type de fromage que moi, si vous le sentez, eh bien, vous allez pouvoir vraiment sentir, ça sent le sous-bois, ça sent vraiment ça sent le champignon. Ouais, c'est comme si on va rincer les trompettes et les chanterelles. En plus, c'était la saison il n'y a pas longtemps. Ça sent vraiment ça. Alors ensuite, on va de la même manière, hein, on va pouvoir le tester. Alors, je vais le recouper et on va le tester. Donc là, pareil, cœur croûte. Vous voyez que c'est pas du tout pareil. On sent l'extérieur. À l'extérieur, ça sent le champignon à plein nez. Ceux qui aiment le champignon, c'est un vrai voyage. Est-ce que tout le monde a un crottin de chef qui est champignonné comme ça ou pas du tout? Alors, moi, le mien, il est pasteurisé et il n'est pas du tout champignonné, quoi. C'est un crottin, mais je dirais Alors, industriel, quoi. c'est pas tant la pasteurisation, hein, tu me dis Pierre si je me trompe, mais c'est plus aussi ce qu'on souhaite. Il y a des, L'affinage. il y a des affineurs qui ne souhaitent pas avoir ce champignonnage et d'autres qui le souhaitent, donc qui mettent les techniques qui permettent d'y arriver. Pas forcément en opposant traditionnel et industriel, n'est-ce pas Pierre? Ouais, c'est exactement. Ça, c'est vraiment l'affinage qui fait ça. C'est-à-dire que le Penicillium album, c'est un champignon qu'on a souhaité voir se développer. Il peut y avoir un duvet blanc, hein, ce duvet blanc, il va avoir tendance à dégrader un peu les protéines. Donc, c'est de duvet blanc, il va avoir tendance à faire crémer le fromage un petit peu sous la croûte. Peut-être que certains d'entre vous ont un crottin qui a une partie un peu crémeuse sous croûte. Et cette partie crémeuse sous croûte, elle est due au développement de ces champignons-là, qui sont plutôt des géotrichomes, des champignons un peu blancs, et qui vont développer un côté plus animal. Donc, pour ceux qui ont un petit peu été crémeux sous croûte, vous allez voir que ça sent plus la biquette sous la croûte. Ce qui n'est pas le cas chez moi. Là, nous, on est vraiment chez le champignon et à l'intérieur, c'est plus noiseté. Vous pouvez nous les montrer, vos petits crottins, hein, parce que du coup, Ouais, tu on vois, le mien, plus de diversité. il est beaucoup moins beau que le tien, quand même. Tu vois, la croûte On est en pas… a un avec en fait un mélange de lait cru et lait thermisé. Et il est indiqué que le lait thermisé, c'est quand même inférieur à la pasteurisation. Mais malgré tout, il n'y a absolument pas du tout de pénicillium à l'extérieur, hein. Il est parfaitement blanc, blanc. Hein. Ouais. Ah, mais je pense que pour ce que je vois, c'est Pierre et Estelle qui gagnent sur le Ah bah oui. Après, mais je vais vous montrer un fromage. Je vais vous en montrer un en câble. Je vais vous en montrer un. Vous allez voir. Un truc qui crème pas mal. Et qui peut être un peu… Ouais, ça. Voilà. Vous voyez ça. Il est blanc. Vous voyez, vous n'avez pas de champignons. Par contre, si je prends un microscope, je peux vous dire que là, on a une forêt de petits champignons. Et vous voyez que… Alors, je sais pas si… Tu peux mettre plus près parce que du coup, on ne voit pas forcément. Est-ce que vous voyez mieux là? Vous voyez ou pas? C'est mieux, oui. C'est mieux? Ah ouais, là, Alors, quand tu fais les ombres, on voit super bien avec les ombres. comme ça? Ouais. Voilà. Et alors, maintenant, je vais pousser un peu avec mon doigt. Et vous voyez qu'il est crémeux. Si je l'ouvre, saucroute, là, c'est super crémeux. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement lié au fait qu'il soit pasteurisé ou au lait cru. C'est plus l'affinage qui fait ça. Et après, c'est les ambiances. Si vous voulez que si mon champignon, si mon petit duvet blanc se développe, il empêche les autres de se développer. C'est un peu comme… c'est un peu comme une guerre, si vous voulez, c'est celui qui occupe la place qui remporte. Et donc, dans le champignon, c'est un petit peu la même chose. On va chercher à favoriser un champignon plutôt qu'un autre pour éviter de voir se développer d'autres typologies de fromage. Un champignon qui développe un côté crémeux hyper fort, donc c'est le même que je vous ai montré, mais pour un fromage que vous connaissez peut-être un peu plus, c'est le rocamadour.
voyez, là, j'ai un rocamadour qui est super crémeux. Alors, lui, il est prêt. Vous voyez, il n'y a plus qu'à le vendre. Lui, il est magnifique. Vous voyez? Et on nous demande Là. dans la conversation, Ouais. il y a quelqu'un, Lydia dit que elle a un crottin qui est complètement crémeux et elle demande Oui. combien de temps. Alors, c'est pas forcément une durée d'affinage, c'est plus des méthodes qui font qu'il va être crémeux, n'est-ce pas, Pierre? Oui, alors après, effectivement, ça ne se fait pas en un jour. Donc, en général, s'il est frais et qu'on souhaite à le faire crémer et qu'il a ce duvet blanc, ce qu'il faut, c'est complètement l'emmailloter dans du papier, idéalement du papier d'emballage, ou alors vous mettez dans une boîte fermée. Une boîte fermée hermétiquement, vous mettez ça au frais. Ça, l'ambiance sera saturée en humidité et le champignon va pouvoir dégrader les protéines tranquillement. Et ça prend, après, ça dépend de la taille du fromage, évidemment, si c'est un gros fromage ou un petit fromage, mais ça peut prendre entre Mais une sur un semaine crottin, et ça prend combien de 3 jours? semaines. Si on veut quelque chose soit bien crémeux, ça peut, je dirais, peut-être une quinzaine de jours. Et si on Voilà. fait plus longtemps, ce sera moins crémeux du coup. Si on le fait si on l'affine plus longtemps, Oui, exactement. si on l'affine plus longtemps dans ces conditions-là, il sera méga crémeux, hein. J'en ai un là. Lui, ça fait un mois là. Vous voyez? Bon, bah lui, je l'ouvre. Lui, je l'ouvre, il coule, hein. Vous voyez? Oui, comme dans mes achats de ce jour, j'ai acheté un pélardon, je l'ai acheté avec le coulant qui allait avec, hein. Ah ouais, bah voilà, le pélardon, c'est l'exemple parfait. Le pélardon, ça coule, c'est un vrai bonheur. Voilà. Bon, ça, c'est moi qui me suis amusé à faire ça. Alors, tiens, alors ça, bon, l'accord de prédilection, ça va être un Sauvignon blanc du coin, hein, donc avec un Sancerre, puis fumé, voilà, quelque chose de sympathique de ce goût-là. Ou sinon, donc là, bah, moi, je vous ai proposé un Sancerre qui est là. Ah non, zut, il n'y a pas de mise au point. Si vous voyez. Bon, c'est un Sancerre de chez Lucien Crochet. Lucien Crochet, c'est un domaine qui est assez réputé, qui se trouve à Buée. Buée, c'est un village qui est vraiment en plein dans la région de Sancerre, qui a voilà, des belles parcelles qui sont bien exposées et le terroir est assez réputé. Voilà. Et quid d'un pouilly fouissé? C'était alors on avait oui, discuté avec Jean-Michel Vauvre, là, qui vient de nous rejoindre, et on se demandait pourquoi pas préparer un pouilly fouissé. eh ben oui. Alors moi je suis bourguignon, hein, donc D'où? voilà. Alors moi je suis juste au sud de Mâcon. Ma mère est de Gevrey-Chambertin et puis moi j'ai grandi à Villiers-Morgon. Alors Villiers-Morgon, on est déjà dans le 69. Bah ouais. Donc on est On est dans la dans les pierre crues du jaune. Beaujolais en fait. On n'est pas encore dans les pierres dorées, non. On est vraiment dans les monts, dans les crues, ce qu'on appelle les crues. Mais donc oui, c'était la deuxième effectivement. Alors vous pouvez prendre un pouilly fuissé ou alors j'aurais peut-être un Saint-Véran ou un Mâcon, hein. En général, nous on travaille avec un producteur qui fait du Mâcon à côté de Pierre-Clos et voilà, c'est souvent d'ailleurs bon, grand accord classique, ça va être de partir sur un Sancerre quand on prend un fromage de chèvre. Mais effectivement, les chardonnays de Bourgogne sont très sympa. Et en général, c'est assez consensuel parce qu'ils sont un petit peu plus expressifs. Et donc, du coup, ça peut aller avec peut-être plus de fromage, je dirais. Bon, c'est mon avis, mais après. Voilà. Ah, on a soif, là, ça y est. Ouais, ça, moi aussi, j'ai soif. Ça fait 1 heure que je parle. Allez. Et Estelle, tu vas boire quoi avec ton fromage grisonnant? Moi, j'aime pas trop l'alcool ni les vins. Du coup, j'avoue que pain, par contre, je suis allée me fournir en pain. Ça, c'est indispensable. Mais il faut boire aussi. Tu vas Et avoir je un bois. thé. Alors, on peut boire du thé en mangeant du. Ah bah alors justement, que nous proposerait Lydia comme thé? Oui. Lydia, qui est quand même notre experte en thé ce soir. Lydia Gauthier. La parole, hein, vous avez les petits micros à rallumer. Allô?
Oui, Vous Lydia. m'entendez? Alors, Oui. quel thé pourrait fonctionner pour Estelle avec le fromage de chèvre? Alors, moi, j'irais sur un thé fleuri, un thé au jasmin, par exemple, pour faire un contraste. Pierre approuve. Ouais, j'ai Et, déjà eu l'occasion de tester, c'est très et sympa. bu tiède, pas trop chaud. Ça, c'est sûr. Ah, bah, on Voilà. note. Hein. Il faut qu'on le mette dans le compte rendu, Estelle. Hein. Avec une petite confiture. Oui, Un petit chutney, sinon, c'est pas mal aussi. Ouais, ouais. Parce que le contraste avec le sucre, le thé et le fromage de chèvre, en général, c'est assez. Mais alors, du coup, avec l'osso hirati, qu'est-ce qu'on aurait pris comme thé? Une infusion nuit tranquille à la myrtille. Nuit tranquille, tu dis? Non, je plaisante, hein, je n'en sais rien. J'ai jamais bu de thé avec le. Ben, quoique, si, peut-être un thé. vous m'entendez? Oui. Ouais. L'osso hirati, ça va bien avec des oolongs qui sont un peu torréfiés, c'est un oolong chinois qui s'appelle le Fenghuang Danchong, donc c'est un peu un nom compliqué. C'est un oolong qui est produit dans la province du Guangdong, en Chine continentale, et qui a un côté un peu boisé, un peu presque bois ciré, un côté caramélisé et fruits exotiques compotés. Donc c'est comme s'il y avait un côté un peu sucrant et puis un peu de tanin aussi, mais qui va se fondre dans le gras du osso hirati. Et là, pour le coup, c'est bien de le servir bien chaud parce qu'il va jouer sur le délitement de la texture du osso hirati. Et peut-être un jour un thé des Pyrénées, comme Lucas Benmoura, un agro là, récemment diplômé, Ouais, en bien train de sûr. lancer la production. Quoi. Ouais. Et c'est original, ça. Faudra lui Bien. penser à lui dire de le torréfier alors, parce que le soriati étant local. Oui, vaudra mieux aller sur un thé rouge, enfin un thé oxydé et un peu torréfié, ouais. Bon, la prochaine Et fois, alors, je vais avec faire. le prochain fromage que tu nous proposes, Pierre? Ah, mais ça va être quel Alors, fromage déjà? ben, on va partir sur le comté. Mon pont l'évêque étant assez typé, on va dire, on va partir sur le comté. Donc moi, ce que j'ai à vous proposer là, c'est un comté qui a 18 mois. Donc c'est un comté qui va être du mois de juin. Alors la saison a son importance, hein, vous avez vu la couleur du comté. Mon comté, on est évidemment en Franche-Comté, c'est un fromage au lait de vache, au lait cru, qui est qui est très connu aujourd'hui. C'est le numéro un des ventes chez tous les fromagers, hein, c'est le comté. C'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de. Voilà, donc vous faites un plateau de fromage. Globalement, aujourd'hui, mettez plein de fromage, vous mettez forcément un comté. Bon, c'est vrai que c'est devenu assez incontournable. Il y a une vraie rigueur sur cette appellation. C'est très sérieux. Voilà, c'est pas une appellation qu'on pourrait qualifier de galvaudée. Quand on achète un comté, on achète un cahier des charges qui est voilà, très strict sur le respect des traditions ancestrales de fabrication. C'est un fromage qui est uniquement fabriqué à partir du lait cru de vaches de race Montbéliarde avec un petit peu de cimental, mais on est sur des vaches de race assez rustique. Il n'y a pas en méthode d'alimentation, le fourrage et l'enrubanage ne sont pas autorisés dans le cahier des charges, donc l'ensilage et l'enrubanage, pardon. Donc c'est les méthodes de fermentation, de conservation des fourrages qui sont assez utiles dans des régions assez humides. Mais là, on est plutôt sur des fourrages secs et puis il y a des pâturages imposés qui sont assez importants dans l'année. On est sur des élevages extensifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une toute petite exploitation et puis un grand hangar avec des centaines de Montbéliardes qui ne sortent pas de l'année. Le nombre de vaches dépend de la surface d'exploitation. Chaque fruitière va ramasser autour d'elle jusqu'à 25 km maximum. Donc il y a un effet terroir, si vous voulez, entre les différentes fruitières qui est très intéressant. Ça permet de comparer. Et là, on pousse vraiment
l'analyse parfois un peu comme quand on peut pousser dans le domaine du vin. Donc c'est une appellation qui a vraiment su valoriser son terroir et son territoire, et le fait aussi qu'on soit sur des affinages assez longs, voilà, a donné aussi peut-être à ce fromage-là un caractère un peu plus noble, plus facilement, parce que c'est un fromage de garde, etc. Ça veut pas dire que les autres sont moins bons, mais c'est vrai qu'il a son charme. La saison, c'est très important aussi, parce que la qualité du lait dépend de la qualité de l'alimentation. Dès lors qu'on est sur du lait cru, il n'y a pas de standardisation, donc le fromage dépend, il va varier selon la saison. La qualité de l'alimentation dépend de la saison, et la saison va donner les différents modes. Est-ce qu'on est plutôt sur du foin? Est-ce qu'on est plutôt sur les vaches qui ont été broutées au printemps, en été, en automne? Si vous êtes au début du printemps, il y a plein de fleurs, mais les sèves sont pas très matures, parce que le sol a encore en mémoire l'hiver, donc le sol est encore froid. Fin du printemps, début d'été, vous avez beaucoup plus de richesse, donc du coup les laits sont pas les mêmes, les fromages ne vont pas être les mêmes. En été, ça dépend des années, il y a des années plus secs, des années plus humides. Et après l'automne, vous avez le regain, et donc du coup l'herbe va repousser, mais le sol a en mémoire l'été, donc les herbes sont très riches, et ça va donner des laits qui sont assez extraordinaires. Donc et puis en hiver, c'est un peu plus sur des fourrages secs, donc du coup il y a un peu moins de carotène dans l'alimentation. C'est toujours bon, mais c'est un peu moins complexe, et donc ça va se retrouver dans la couleur du fromage, et visuellement on peut voir qu'un comté d'hiver et un comté d'été, c'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est pour ça que je trouve intéressant de plutôt suggérer un comté fruité, un comté d'été. Donc là, on est sur un 18 mois. Si vous trouvez des plus de 24 mois en ce moment, c'est très intéressant, parce qu'on est sur des pièces qui ont été produites en automne. Et l'automne, c'est aussi magnifique saison. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand on le découpe, alors celui-là, bon, aussi, peut-être que Nicolas a déjà complètement fini son comté. Donc ça, c'est un fromage, ça sussouille comme un bonbon. Hein. On va prendre le temps de le faire fondre, et c'est important de déguster ce genre de fromage à température. Tous les fromages en général, vous les dégustez à température, vous les sortir 3 quarts d'heure, 1 heure avant. Mais Et du coup, vu qu'on a commencé à 19 h, ça fait 1 heure. Ils sont bien tranquilles, bien à température. Ouais. Alors parfois, vous voyez, vous avez, hop, je vais mettre ici, vous avez des petits points. Est-ce qu'on va avoir la mise au point? Des petits grains. Parfois, vous avez des petits grains blancs, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez dans les petits grains blancs. Alors ça, parfois, ça fait penser à du sel. C'est des petits grains. Si on les isole comme ça, oui, hop, j'en prends avec la pointe de mon couteau. J'en ai récupéré un sur la pointe de couteau. Je pense que vous voyez. Si on les goûte, alors ça que effectivement, ça n'a aucun goût. Voilà. Alors, effectivement, Jean-Michel dit c'est cristaux de tyrosine. Alors effectivement, c'est de la tyrosine, donc c'est un acide aminé qui va cristalliser avec l'affinage. Ça apporte absolument aucun goût. Donc globalement, ça ne change pas vraiment le goût, mais par contre, ça donne une idée de l'affinage. Donc ça se développe en général entre 12 et 18 mois. Voilà. C'est pour ça que sur les vieux comtés, sur les vieux parmesans, sur les vieux goudas, même sur des charcuteries, des jambons de Parme, jambon de Bayonne, sont bien affinés longtemps, et vous avez aussi ces petits cristaux. Voilà. Et ça, c'est très bon. Voilà. Comté, c'est un beau, j'ai envie de dire, c'est un beau classique qu'on a toujours plaisir à déguster. Et avec ça, en accord régional, encore une fois, on aurait pu faire d'autres choses. Un Côte du Jura,
Alors, un peu du genre à tradition, c'est-à-dire que là, on est sur un assemblage de Savagnin et de Chardonnay. Euh, L'accord connu le plus typique quelque part, ça va être d'associer un comté fruité, vraiment un comté avec beaucoup d'arômes et avec le vin jaune. Voilà. Parce que vous avez cette concentration et ces arômes de noix qui sont hyper intenses et qui vont vraiment exploser avec le comté. Donc là, c'est déjà le cas aussi, de manière un petit peu plus délicate, un peu plus douce. Donc pour une entrée en matière avec le vin jaune, c'est pas mal. Ça reste des vins qui sont de type oxydatif. Donc c'est des vins qui se gardent très très bien. Oui. Il y a Jean-Michel qui a écrit que c'est bien des cristaux de tyrosine. Jean-Michel, tu connais bien ces cristaux-là? Oups. Et alors, Pierre, tu l'as On a peut-être cliqué en même temps avec Jean-Michel. Pourquoi le comté est uniquement au lait cru? Déjà, c'est l'appellation qui a souhaité donc l'organisme de défense et de gestion, ce regroupement de producteurs de comtés qui ont souhaité vraiment garder cette pratique ancestrale. Après, d'une manière générale, plus vous affinez un fromage longtemps, plus c'est facile de le garder au lait cru. Parce que le risque d'avoir une contamination en bactéries pathogènes, il est quand même très limité. Plus le fromage est vieux, plus il est safe, quelque part. Plus il est, donc, c'est plus facile à maintenir, entre guillemets. Il y a d'autres appellations qui sont un petit peu plus, voilà, où c'est un petit peu plus dur. Où là, après, il y a aussi des questions de commerce qui rentrent en compte, parce que quand certains fromages ne peuvent pas être exportés parce que la législation d'autres pays sur les laits crus est très contraignante et qu'on a envie de développer son affaire, bah, voilà, parfois on peut être amené à faire des choix. Il y a aussi le fait que les modes de production évoluent, c'est-à-dire que plus l'époque où les fromages étaient fabriqués en très très grande majorité par des centaines de milliers de petits cultivateurs, des petits paysans, il tend quand même à beaucoup réduire, si vous voulez. Donc, de plus en plus, ce sont des laiteries qui achètent le lait des éleveurs, qui donc du coup maîtrisent peut-être un petit peu moins la chaîne d'élevage et de production du lait. Et donc du coup, plus on grossit, plus eh bien du coup le besoin de sécuriser entre guillemets la production se fait sentir. Enfin, c'est comme si vous cuisinez pour vous et votre famille. Bon, bah, de manière générale, quand on cuisine pour soi ou sa famille, on se rend pas malade, hein, parce qu'on a une maîtrise de son environnement. À partir du moment où vous grossissez beaucoup, vous avez besoin de vous reposer sur des employés qui vont fabriquer avec vous, pour vous. Mais du coup, il faut surveiller que tout soit fait exactement comme vous le voulez, parce que vous savez que si on ne fait pas comme ça, potentiellement il y a un risque de contamination ou de juste que le fromage soit mal fabriqué. Du coup, il faut mettre des process, donc il faut surveiller. Et puis à un moment donné, le business, il est tellement gros que l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de sa tête et qui risque de tomber si jamais il y a un problème, elle devient un peu lourde à soutenir. Et donc, du coup, il peut y avoir des choix qui sont faits de choisir de pasteuriser son lait de manière à éviter ces problèmes. Parce que c'est pas simple, en fait. C'est sûr que voilà, quelqu'un qui arrive à faire une belle production de fromage au lait cru de manière traditionnelle, bon, il sera reconnu, il sera encensé, tout le monde l'aimera beaucoup et tout le monde trouvera que c'est le meilleur. Et puis, si un jour il a un problème dans son lait, je sais pas, il y a une vache qui est malade ou il y a une vache qui a une mamite et puis bon, ça n'a pas été détecté à temps et puis du coup, il y a un fromage qui est pas bon, puis il y a quelqu'un qui tombe malade, là, ce sera le dernier des brigands, quoi, et puis il sera tout seul. Après, donc parfois c'est un peu dur et donc on peut comprendre que voilà, il y a des choix qui sont faits comme ça et c'est
c'est aussi des marchés un petit peu différents. Le producteur fermier artisanal n'a pas forcément vocation à nourrir la population. Donc, on a aussi besoin d'industrie. Voilà, c'est deux choses Une différentes. complémentarité, oui. Ouais, c'est ça. Et pour répondre aussi à la question, Nicolas, le comté, il a deux facilités, comme l'a expliqué Pierre. C'est un affinage très long, donc du coup, au bout d'un moment, les éventuelles bactéries qui seraient, elles sont plus là. Et puis, c'est que dans son process de fabrication, il a une étape de chauffage aussi. Pour faire du comté, on chauffe. Et en fait, cette étape de chauffage-là, ni le lait aussi. Donc, c'est une production crue, mais c'est une pâte pressée cuite. Tu me confirmes. Donc, ça permet aussi de faire ce choix-là. Et dans les AOP, parfois, vous pouvez retrouver les deux déclinaisons. Certains cahiers des charges d'AOP ont, justement, pour répondre aux divers marchés, les deux cahiers des charges. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tout le temps marqué sur l'étiquette ou c'est tout le temps dit par votre fromager. Vous pouvez toujours savoir en demandant ou en lisant l'étiquette si c'est du fromage au lait cru ou du fromage au lait pasteurisé, thermisé, etc. Je vois que l'heure tourne, Pierre. Oui, l'heure tourne. Et il nous reste un fromage. Il est 20h27 et on n'a même pas fini notre verre de vin. Non, mais c'est pas croyable. Alors. Et c'est un triangle, ce fromage. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, eh ben non, c'est un triangle, mais c'était un carré. Ah, si on met nos deux triangles ensemble, du coup, on arrivera à avoir un carré. Et voilà, c'est génial. Yeah. Alors, si on prend du recul sur ce qu'on a fait, on a goûté un fromage de brebis des Pyrénées. On a goûté un fromage de chèvre de la région de Centre Val-de-Loire. On a goûté un fromage de vache du Jura. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à partir en Normandie. Donc, on part en Normandie et on va goûter le Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque qui, autrefois, ne s'appelait pas le Pont-l'Évêque. Autrefois, ce fromage s'appelait non, ça vous dit rien? Le camembert carré. Ça s'appelait l'Angelot. Ça s'appelait un Angelot. C'était des productions. Alors, c'était un nom un peu générique parce que ce type de fromage était fabriqué par plein de petits producteurs. Donc, il pouvait avoir des petites variations, mais c'était ce fromage. Donc, après, ce fromage a été, c'était rebaptisé le Pont-l'Évêque. Les moules sont devenus un peu plus les mêmes. Comme ça, il était reconnaissable. Et ça s'est développé parce qu'on a eu sous l'ère napoléonienne, Napoléon III, le développement de la ligne Alençon-Paris qui a complètement révolutionné le paysage fromager normand. Avant, c'était assez local, le fromage voyageait pas très bien. Hein. La ligne Paris-Alençon, ça mettait la Normandie, si vous voulez, à 6 heures de route, alors qu'avant, c'était 3 jours de marche. Et donc, on pouvait du coup acheminer les fromages sur Alençon et après, ça partait sur Paris. Donc, on a eu cette demande de Pont-l'Évêque et du coup, les paysans, pour pouvoir avoir des bons débouchés, ont dû se mettre au diapason de fabriquer un fromage qui ressemble toujours à la même chose qu'on appelle le Pont-l'Évêque. C'est pour ça que ça s'est quand même développé comme ça. Fromage, donc celui-ci, c'est un fromage au lait cru, en l'occurrence celui que je vous présente là. Vous voyez qu'on a une belle pâte jaune. Alors ça, c'est assez plaisant, vous voyez, parce que là, ça en dit vraiment long sur la qualité du lait. En plus, vous voyez, on est en plein mois de janvier. Donc, le fromage, il a 4 semaines d'affinage. Donc, fromage fabriqué en plein mois de décembre. En mois de décembre, les vaches, elles étaient déjà rentrées. Et bien, regardez-moi ce lait. Bien jaune, ça veut dire que les fourrages, l'alimentation des animaux, même quand elles sont déjà retournées à l'étable, eh bien, on est sur quelque chose qui est très bon, très riche. Donc, ça, c'est sympa. Vache de race normande. Hein, ça, c'est un virage qu'a pris la Normandie il y a quelques années qui est très bien. C'est qu'on tend à recentrer les productions sur les races autochtones. Donc, la vache de race normande, c'est une race rustique qui est excellente. C'est une très bonne laitière. Elle avait été plus ou moins abandonnée
au profit de la Prime Holstein, qui était beaucoup plus productive. Et là, on revient. Et donc, du coup, les cahiers des charges évoluent de nouveau et tendent à voilà, remplacer les troupeaux par des vaches de race normande. Donc ça, c'est très très bon. C'est un fromage à pâte molle. Donc quand on dit pâte molle, eh ben, ça veut dire qu'on a laissé volontairement dans le lait, dans le fromage, une bonne quantité d'eau. Donc c'est pour ça qu'il s'affine rapidement. 4 semaines, c'est assez rapide. Voilà. Autre particularité, c'est qu'il est frotté à l'eau salée pendant son affinage. C'est pour ça qu'il a une croûte un peu orangée, si vous voulez. Et donc, le maroilles, le Munster, le Livaro, les poisses, etc. Tous ces fromages font partie de la famille des fromages à pâte molle croûte lavée qui, du coup, donnent cette couleur et aussi son odeur. C'est parce que c'est aussi ça, voilà, ce qui nous a probablement donné la réputation des fromages qui puent. C'est que forcément, salut Romain, forcément, ça sent. Mais on dit que le fromage n'a pas le goût de son odeur. C'est-à-dire qu'il sent fort, mais en fait, il n'est pas très fort. Alors, celui-là, eh ben, on le déguste. Et alors là. Tu peux nous dire comment on le coupe? Parce que bon, quand on a un triangle, c'est pas habituel quand même. Voilà, triangle, vous coupez comme un gâteau. Hein. Pouf, pouf, pouf. Ah Alors, si je peux me permettre, si Estelle m'autorise un petit extra là, parce que c'est vrai qu'il est 8h30, normalement on est censé se quitter maintenant, mais vous m'autorisez un petit peu de rab ou pas? Bien sûr. Pas bien longtemps, il y en a qui vont nous quitter et puis c'est pas grave. Hein. Mais Ok. il y a Alors, Jean-Michel, le président, qui nous a rejoint, qui voulait dire un petit mot de conclusion. Ah, d'accord. Et Bon, voilà. on prend quelques minutes de rab, mais pas beaucoup plus. Ok. Alors, regardez, parce que, alors, fixez peut-être la caméra où il y a le plateau là. Donc là, bon, j'ai coupé un petit morceau, mais on peut imaginer que le morceau est toujours là. Ce que je vous propose, ça, c'est un truc très simple. Vous allez couper le fromage en deux comme ça. On la longueur. Hop, donc vous voyez. Vous le coupez comme ça. Et ensuite, on va le découper comme ceci. Ça, c'est une présentation quand vous allez faire une soirée fromage et vin avec spécial déconfinement quand on sera débarrassé de Alors, toutes ces conneries. ou fromage été. Hein. Ou fromage été. Mmh. Ok. Donc là, bon, je finis jusqu'au bout. Vas-y. Et tu vas mettre du beurre au milieu? Et non, Ensuite, ça aurait pu. Et ensuite, regardez, hop, on retourne. je retourne. Et hop. Et ça, c'est hyper simple. C'est hyper simple et c'est hyper joli. Donc, vous pouvez faire comme ça. Et puis après, hop. Alors après, je pourrais m'amuser. J'aurais pu faire les deux. Donc oui, j'aurais pu le. Et après, hop, je peux m'amuser. Tu fais des petites ailes avec les coins inversés. C'est mignon, on dirait un papillon. Voilà. Après, il y a moyen de s'amuser. Vous voyez, tout ça, on joue avec les formes. Si vous avez un peu de nostalgie pour ceux qui ont des enfants et qui des enfants ont grandi et que vous adoriez jouer au Cap-Plat avec vos enfants, et ben voilà votre nouveau terrain de jeu. Très sympathique. Alors, beurre ou pas avec le Pont-l'Évêque? Alors, ça dépend si on est normand ou pas. Ou si on est breton. Moi, j'avoue que je le prends sans beurre. Mais cela dit, avec du pain, un peu de beurre, un peu de Pont-l'Évêque, c'est super agréable. Comme avec le camembert d'ailleurs. Très sympa. Voilà. Ça c'est la valeur sûre. Le Pont-l'Évêque, c'est marrant parce que souvent, c'est une question de génération. Hein. C'est que moi, je le vois bien sur la clientèle des deux boutiques, donc sur la boutique du 10e ou la boutique du 15e à la porte de Versailles. C'est plutôt la tranche 40, 60 ans ou 70 ans qui va sur le Pont-l'Évêque. La tranche 25-40 ans va moins spontanément sur le Pont-l'Évêque. Peut-être parce qu'ils se disent que ça va être trop fort, que c'est un fromage trop. En fait, c'est pas du tout si fort que ça. Et c'est vraiment une valeur sûre. C'est un fromage, on n'est jamais déçu.
Ta caméra Pas très bon. principale a disparu. Ah. Ouais. On voit tes fromages, c'est l'essentiel, mais on ne te voit pas Voilà. toi. Ah, voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la valeur sûre. Et avec ça, bah écoutez, je vous propose aussi la valeur sûre. Je vous propose un Morgon. Voilà. Morgon Les Charmes, 2015. Donc c'est un cru du Beaujolais. C'est le cru, c'est un des deux crus les plus structurés avec le moulin à vent. Ils sont capables de vieillir des vins qui sont qui sont en même temps légers, fruités, agréables à boire, et en même temps avec assez de structure. Donc c'est des vins qui sont excellents. Et au passage, c'est mon origine personnelle, parce qu'avant d'être dans le fromage, j'étais dans le vin. Mes parents étaient vignerons. Donc c'est le premier métier que j'ai appris. Et puis j'ai toujours voulu être fromager, donc j'ai quitté, j'ai trahi. Et voilà, donc c'est mon petit frère qui a repris l'exploitation de ma famille. Et donc du coup, je bois à sa santé. Voilà. Eh bien, écoute, sur ces mots, merci beaucoup pour cette dégustation.